La 3e saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Bonjour Marie-Josée. Bonjour René. Je suis très fier que tu sois venue et je sais que c'était facile pour toi. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour ta maman et ton papa? Madame a écrit son autobiographie. Et tu peux le montrer à la caméra. Dont le titre est Oui. Madame Cormier, on a un cœur pour vous. Ça, c'est fait suite au téléphone que j'ai reçu à 8h22 le 8 septembre 2013. Et elle, ben, cette madame-là, sa fille, a écrit la préface Oui. avec ton frère Carl. Oui. Et ils vont lire ce qu'il va y avoir dans la préface. Quand le volume va sortir, il est avec de sortir. Là. Veux-tu lire? Parfait. Je vais commencer par la préface de mon frère Carl, qui est à Shanghai. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est pas facile, la mission. Quasi impossible d'être objectif lorsqu'on écrit une préface pour un livre écrit par sa mère. Mais dans mon cas, c'est plus facile, car rien n'est plus d'actualité que de suivre le parcours d'une femme intelligente et jeune de cœur. Seuls les lecteurs pourront connaître toute la profondeur de cette affirmation. La vie avec Dorothée a toujours été pour moi empreinte de modernité et d'ouverture. Ouverture sur le monde et les idées. Ouverture sur la modernité et les enjeux de la vie contemporaine. Distance oblige, nous maintenons toujours contact via les différentes plateformes Internet pour la communication. Un appel sur Skype, le samedi matin, c'est Dorothée qui vient aux nouvelles. Ayant voyagé par le monde et toujours prête à l'aventure, elle a su nous inculquer ce sentiment qu'on est d'abord et avant tout citoyen du monde. Pour moi, cette influence s'est avérée être un tremplin vers une vie personnelle et professionnelle qui s'étale sur tous les continents aujourd'hui et pour laquelle je serai toujours reconnaissant. Alors accrochez-vous avec moi pour découvrir cette vie exceptionnelle qui vous donnera sûrement le goût de l'aventure. Bravo, Carl. Bravo. Le tien. Donc, comme la vie est un long voyage en soi, il est parfois nécessaire de s'arrêter et de poser un regard sur le chemin parcouru afin d'apprécier les nuances du paysage. Voici donc ce que ma mère a fait en laissant surgir de ses nombreux souvenirs les grandes artères de son destin. Telle une globe-trotteuse, elle nous partage ses découvertes au travers de ses réalisations. Tout au long du trajet, empreint de détermination. Il y aura certes des secrets, des détails inédits et certainement insoupçonnés, ma mère étant une femme pleine de surprises. Mais la perspective la plus importante est que dans tout ce périple, vous découvrirez une femme aimante, dévouée et une grande passionnée de la vie qui a su goûter à chaque instant de celle-ci, malgré certaines circonstances. Et je sais que chaque pas fait dans ce livre se veut un héritage pour sa famille.
C'est pourquoi, avec une gratitude infinie, je veux lui dire merci de m'avoir choisie en tant que fille pour faire partie de leur vie. Sur ce, je vous laisse partir à la découverte de la sienne. Bonne route sur les traces de ma mère. Merci beaucoup. C'est très touchant. C'est touchant, hein? Et Oui. je suis assuré, à cause de votre préface, les deux, là, que le volume va se vendre terriblement. On va être obligé de demander une deuxième, troisième édition. Non, c'est tellement beau. C'est tellement touchant. As-tu un autre petit mot à dire? Bien, tout d'abord, je tiens à souligner le fait de cette émission-là et l'héritage, OK, que vous faites. Je trouve ça tellement... comment on pourrait dire? Le fait qu'habituellement, les personnes sont décédées pour pouvoir qu'on partage nos choses importantes, ce qu'on a remarqué, ce qui nous ont touchés, tout ça. Moi, je trouve que cette émission-là, c'est quelque chose de merveilleux, justement pour dire aux personnes qu'on aime tout ce qu'on a eu la chance de partager avec eux autres avant qu'ils ne soient plus là. Parce que des fois, on manque la chance d'eux. Pour leurs petits-enfants aussi. Oui. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. Puis si je peux terminer avec ça pour mon père... moi, j'ai une chance inouïe qui m'accueille dans leur famille parce que j'ai été gâtée, je dirais bien gâtée. J'ai manqué de rien, mais ils m'ont bien gâtée. Mais j'ai aussi eu la chance de profiter, faire des voyages et tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment... je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Puis, pour mon père, c'est ce qu'on pourrait rajouter un petit quelque chose. Toute sa simplicité, toute sa façon d'être. Avec lui, il n'y a jamais de problème. Il dit toujours, comme disait ma pauvre mère, tout va finir par s'arranger. Fait que quand que ça va pas, ou que là, même mon conjoint, on est rendu qu'on dit, on va dire comme ton pauvre père, ça va tout s'arranger. Donc, c'est comme notre phrase fétiche pour dire, regarde, puis c'est vrai, finalement, à un moment donné, on pense que, bon, puis ça passe tranquillement, puis les choses se replacent, puis la vie continue, puis on peut prendre notre air. Sais-tu qu'est-ce que ton père m'a dit encore tantôt, ça fait 2-3 fois qu'il me le dit? Il dit, je me suis fait le plus beau cadeau. Nous sommes fait le plus beau cadeau de notre vie. On est allé chercher madame. Marie-Josée. Paraît que pour eux, il n'y a pas de différence, Carl puis toi et Carl. C'est vrai. C'est leur fille. Oui. Alors... J'ai jamais senti de différence, personnellement. C'est ça. Carl étant plus... type des projets d'envergure. Ouais. Tu sais, moi, j'étais plus comme low profile un petit peu, Ouais. mais c'est vrai, j'ai jamais senti de différence Non, mais là-dessus. chacun a son tempérament, Oui. chacun a son Oui, calibre, c'est chacun ça. a son génie. Oui. Alors, moi, je te remercie, puis je suis sûr qu'ils sont touchés profondément par ta présence. On t'aimera toujours. Ben, c'est sûr. Marie-Josée. Bonjour, Madame Francine. Bonjour, M. Canuel. Je suis très fier que vous avez accepté spontanément, parce qu'elle a réfléchi, elle dit très souvent, on fait un hommage quand on est mort. Là, on va le faire de votre vivant. Elle est vivante. Allez-y. Ben, merci beaucoup. Faire un hommage Donald Brault, c'est pas vraiment facile parce que son jardin est quand même bien rempli. Moi, je pense que ça prendra un livre pour écrire l'histoire de la vie à Donald. Elle est écrite. Mais oui, c'est un clin d'œil à Dorothée. Et si j'avais à résumer Donald, pour ce que je connais de Donald, 2 mots pourraient suffire. Être humain. Être humain, il l'a prouvé par tous les services, par le bien-être qu'il veut apporter aux gens. Si on regarde qu'est-ce qu'il a fait pour le public, pour sa famille, la place Cibrel, le complexe sportif, l'appui qu'il a fait à Carl, son fils. Alors, c'est plein de gestes qui a fait, des gestes humains pour le bien-être des autres. Moi, j'ai surtout connu Donald dans l'enseignement. Alors, c'est encore la même chose. Être humain était toujours là, présent, auprès de ces jeunes.
appuyer ces jeunes, les amener vers demain, croire en eux. C'était la devise un peu que Donald avait par rapport à ces jeunes. Alors, avec la prestance d'un bon soldat et l'humour qu'on connaît de Donald, il savait amener ces jeunes vers la réussite. De plus, Donald a été mon mentor lorsque je suis arrivée en anglais, parce que j'ai eu à changer de matière. Donald a été d'une importance capitale au niveau de l'enseignement. Alors, je veux lui dire publiquement un gros merci. Donald, c'est un visionnaire, c'est une personne accueillante, généreuse, curieuse. Toutes des qualités qui l'amènent vers toujours plus. On ne stagne pas, on va toujours vers plus. Sa curiosité, ben, il l'a un peu épongée en voyageant par le monde. Il a voyagé un peu partout dans le monde. Et le monde et ses misères, que je pourrais ajouter aussi. Et lorsqu'il a voyagé puis a commencé à s'assagir un peu, il dit, sais-tu finalement le monde? Mais c'est juste un grand village. Mais moi, je dirais que c'est un grand village où il y a des virus qui voyagent aussi. Mais c'est ça. Il a aussi fait voyager le monde par ses chansons, par sa musique, par son humour. Alors, il prenait en main les choses. Et Rémi et moi, Rémi, mon mari, nous avons eu l'opportunité de voyager avec Donald et Dorothée. Cousins acadiens, nous avons presque tout fait les congrès mondiaux acadiens de la Louisiane à Caraquet. Et laissez-moi vous dire qu'on a eu droit à des histoires, des vraies, des pas vraies, des histoires grivoises, des chansons, des beaux spectacles et du bon temps. De l'humour, du bon temps, du lâcher-prise. Donald était spécialiste dans ça. Ça, c'est un bon médicament. Donald il était curieux, il était accueillant. Combien de fois que Donald nous a accueillis dans sa maison au Nouveau-Brunswick? Pas juste Rémi et moi, des foules de monde. Je ne sais pas comment il faisait, c'est sûr que sa maman était là. Puis, même organiser des voyages, la pêche au homard. Si O'Donnell n'avait pas fait ça, là, ça ne ferait pas partie de ma leçon de vie, là, comment aller pêcher au homard. Alors, c'est toutes des choses comme ça qui fait que Donald se démarque un peu du commun des mortels. Il nous recevait, il était généreux. Si on regarde qu'est-ce qu'il a fait pour son monde, Dorothée qui a eu un implant dernièrement, il a su mettre à l'heure toutes les minutes des médicaments, il a su s'adapter, savoir s'adapter à la situation. Alors Donald, c'était un visionnaire dans ce sens-là et un sage. J'ai déjà entendu dire aussi, Donald, moi, je veux vivre jusqu'à ma mort. Moi, il veut vivre jusqu'à sa mort. Mais je pense qu'il va l'atteindre. Puis, je pense qu'il ne mourra pas de toute façon. Au niveau physique, au niveau moral, au niveau physique, il fait du sport, de la marche, du ski de fond, de la natation. Au niveau moral, de la peinture, de la musique, Internet, il se tient à jour avec Internet. C'est un bel exemple de quelqu'un qui est toujours vivant. Et si vous avez regardé, je ne sais pas si vous avez l'opportunité de voir la dernière fresque que Donald a fait au Nouveau-Brunswick sur le mur de sa clôture, lorsque j'ai reçu ça il y a 15 jours, un mois, j'ai dit, ça c'est Donald. Toujours debout, en train de réaliser quelque chose. Alors je pense que Donald, dans tout ça,
tu es un exemple de gens qui travaillent pour le bonheur, qui l'a trouvé, je crois, et qui le répand autour de soi. Alors, pour moi, c'est un privilège d'avoir été et d'être dans ta vie, à toi et Dorothée. Puis, continue de nous donner des exemples de restons en vie. Francine, je te remercie infiniment. Puis, tu as fait un résumé d'une personnalité, d'une grande personnalité, puis tu as été capable de détecter ses plus grandes qualités. Merci. Bien, ça fait plaisir. À ton collège, tu as été initié aux Forces armées. Peux-tu nous en parler? C'est un programme qui était monté par l'armée canadienne qui permettait à des gens qui étaient dans des cours classiques comme ça de suivre des cours à Borden, en Ontario, moi que j'y allais, pour devenir des officiers. Dans le fond, on pouvait devenir officier, puis après ça, on pouvait rester dans la régulière si on voulait. Alors, ça m'a permis, à un moment donné, quand je suis revenu à Amqui, évidemment, il y avait un corps de cadets qui avait été initié par le frère Saint-Ange. Et il avait vu dans mon CV que j'étais déjà j'aurais pu rester dans la régulière si j'avais voulu. Puis, il avait commencé l'année d'avant. Il a ouvert un corps de cadet à l'école Saint-Benoît, ici à Amqui. Puis il est venu me voir si je prendrais le commandement de ça. Ça avait été commencé l'année d'avant, mais il n'y avait personne qui avait vraiment pris le commandement. Donc j'ai été comme un des premiers commandants de ça. Moi, ce que je voudrais passer là-dedans, c'est dans le corps de cadet, c'est qu'il y a des bonnes valeurs là-dedans. Il y a des cours là-dedans qui servent dans le civil par la suite, beaucoup. Moi, je me rappelle d'avoir suivi des cours de premiers soins, des cours avec les pompiers. Dans les cours de premiers soins, on avait toutes sortes de cours. Les garrots, arrêter le saignement. On était même, je me rappelle, je suis allé à un moment donné à Caraquette. Puis, il y a une femme qui vient à moi en courant, puis elle dit « Pouvez-vous faire quelque chose? » Elle dit « Mon mari est en train de s'étouffer. » Puis j'y vais. Moi, il y avait beaucoup de monde alentour, puis il respirait pratiquement plus. Puis j'ai fait tout simplement la manœuvre de Mletch 2 fois. Puis le morceau de clame est sorti. Tu avais appris ça dans l'armée, là? Puis j'avais appris ça. C'est toutes des choses de même. On apprend des choses qu'on peut se servir dans le civil. Alors, là, on l'a assis, puis il s'est mis à respirer. Puis là, tout le monde s'est mis à applaudir. Mais je me suis dit, pourquoi que ces gens-là ne savaient pas ça? C'est pas dur, pourtant, tu sais. Puis c'est des choses qui devraient s'enseigner un peu partout. Puis dans le corps de cadet, c'est un peu ça. Puis on apprend quand même toutes sortes de choses, tu sais, comment arriver à un objectif. Quand tu as un objectif, c'est qui mène, puis c'est quoi le rôle de chacun là-dedans. Alors, c'est très efficace. Puis, parce que moi, j'avais été impressionné très jeune d'abord, parce que dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, moi, je suis né en 1939, j'avais 4-5 ans quand les gens revenaient de la Deuxième Guerre mondiale. Mes oncles étaient là-dedans. Il y en a un qui avait été fait prisonnier des Allemands. Puis, il ne pouvait pas parler, il avait été traumatisé, puis il disait comment c'était dur pour lui. Il avait mis du brandy, ils mettaient du brandy dans leur soupe, puis peut-être pour que ça les torture un peu, puis tout ces jours-là. Par contre, il y en avait un autre, lui, plus du côté de ma mère, c'était un petit peu plus comique. Il dit, non, moi, il dit, je n'ai pas été traumatisé par ça, j'ai vu toutes sortes de choses, mais il dit, j'ai vu du pays, j'ai ça, puis il dit, puis là, il faisait des soirées pour les recevoir, ces gens-là, puis lui, il dit, moi, il dit, je n'ai pas été traumatisé à la guerre. Il dit, moi, c'est quand je suis revenu au Canada. Il dit, je me suis marié, puis là, la guerre a commencé. Mais lui, il avait ça de l'humour un peu. Mais j'étais déjà impressionné par ces gens-là dans le temps. Ouais. Puis je voyais qu'il y en avait beaucoup qui avaient des séquelles. C'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de valeur dans les cadets de l'armée quand on leur enseigne. Puis, toi, tu as été malade. Est-ce que parler de ta maladie, ça peut te fatiguer ou t'aimes mieux pas en parler? Non, en réalité, je ne sais pas si c'est la mémoire qui flanche, mais j'ai pas trouvé ça si pire. C'était combien de temps, en fait, là, à l'hôpital? Puis, À l'hôpital, j'ai rentré le 8 septembre. J'étais allé 8 jours aux soins intensifs.
en sortant de la salle d'opération, le grand chirurgien, qui était beau en plus, il est très beau, il rencontre la famille, Donald, Marie-Josée, Janie, ma soeur, il était là. Il attendait que des nouvelles. Moi, j'ai un nouveau cœur, là. Il sort. C'était transplantation cardiaque? Transplantation Autant que ça. cardiaque. Ah oui, un cœur Oui, complet. c'est vraiment un cœur au complet, là. On a un cœur pour vous, là, que je vous ai dit tantôt. Mais c'est un cœur naturel que tu as eu? Oui. Connais-tu le... Non, eux, à l'hôpital Laval, ils donnent aucun renseignement, ni du sexe, ni de l'âge, rien. OK. En sortant de la salle d'opération, le chirurgien, le beau, là, il leur dit c'était un scénario parfait. Ça fait que ça a toujours été comme ça. T'as pas eu de séquelles, là? Non. Pourtant, il y en a beaucoup qui Ouais, en ont. ouais, des rejets, Vraiment, des- vraiment. Ça fait J'ai combien été d'années de ça? Ça fait... J'ai 7 ans. Ça fait 7 ans. Cette année. Formidable. Quand il y a un scénario parfait, elle avait un groupe sanguin haut, donc il fallait que le gars ait le même groupe sanguin, il fallait que le cœur honte aussi, la grosseur c'est important. Puis elle avait quand même 70 ans, il y en a beaucoup qui attendaient un cœur, fait qu'ils ont été chanceux quand même de l'avoir. À la limite, ça. Mais elle avait dit, essaie de voir si tu te rendrais pas compte qu'il y a eu un accident en ville ou quelque chose, parce qu'elle savait qu'elle n'aurait pas le droit, tu sais. Fait que moi, j'avais écouté, j'écoutais la radio, puis à un moment donné, il y a un gars qui descendait du lac Saint-Jean, puis il a frappé un organe en descendant. Puis, en tout cas, le gars est mort, parce que lui, il est arrivé, puis il est décédé à Québec même, la journée même. Puis là, le lendemain, le médecin dit, tu peux venir voir ta femme, elle est réveillée. Fait que j'arrive, il m'a levé les yeux sortis de la tête, les cheveux à pic. J'ai dit, ça y est, ils ont donné le cœur d'organe pour moi. C'est peut-être ça qui vient en toi. Ça fait que c'est peut-être ça qu'elle a. Il commence une histoire comme ça toujours, puis les gens ont soif de savoir, c'est qu'est-ce qu'on sait. Bon, c'est fini de même. Non, on n'a jamais su. On sait que le cœur est arrivé par avion, donc il fallait que Ouais. ce soit à 3 l'extérieur. heures. là. Parce que l'infirmière est venue me dire, j'étais en salle d'opération, à 2 heures, elle me dit, je pars, elle avait la valise, elle dit, je pars chercher votre cœur. Puis elle dit, je vais revenir en salle d'opération, puis je vais rester en salle d'opération. Elle s'appelle Valérie. Valérie. Ouais, je suis L'infirmière. content de raconter ça là, pour tout le monde. Là. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Là. Non. Je veux dire, un jour, il y en a qui n'attendent, puis ils attendent longtemps, puis là, ils sont sur un cœur mécanique, une secousse, puis après ça, ça ne marche plus, tu sais, puis t'es chanceuse, vraiment, là. J'avais appris à vivre avec ça. Ça faisait un bout que j'étais suivie, mais il n'y avait pas trouvé exactement la raison pourquoi j'étais comme essoufflée. Ouais. Mais là, à un moment donné, j'arrive puis j'ai dit au médecin, au cardiologue de Laval, je suis vraiment essoufflée. Oh! Il dit, c'est la première fois que tu me dis ça comme ça. Fait qu'il dit, on va t'hospitaliser pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec toi. Moi, j'ai aucune idée, là, qu'est-ce qu'il allait faire avec moi, là. J'ai jamais entendu parler de greffe pour moi, là. Vous autres, quel héritage que vous voulez laisser à vos enfants? Et que vos enfants puissent dire à leurs enfants, papa, maman, grand-papa, grand-maman, c'est ça qu'on retient d'eux. C'est quoi que vous aimeriez? Travail. Puis, il y a beaucoup de parents qui disent « faut que tu aimes ce que tu fais ». Moi, je trouve ça triste un peu, parce qu'ils changent de discipline combien de fois avant de trouver quelque chose que j'aime, qu'ils disent. Mais moi, je pense que travaille, puis finis ce que tu as commencé. Si j'avais inscrit des enfants à quelque part, il fallait qu'ils finissent l'année. S'ils n'aimaient pas ça, ben, trouve le positif là-dedans, puis finalement, ils ont fait beaucoup de choses comme ça, là. Tu sais... Pour moi, l'héritage, je dirais que c'est le souvenir de leurs enfants, de leur enfance. Toutes les choses qu'on a faites ensemble pendant qu'ils étaient enfants. Tu sais, les fêtes qu'on a eues avec eux autres, les voyages qu'on a faits avec eux autres, toutes les choses qu'on a vécues ensemble,
Tu sais, on est allé aux États-Unis, à Disney, José est allé dans les patinages artistiques, Carl, puis on les suivait tout le temps. Puis ils recevaient leurs amis. Donc tous ces souvenirs d'enfance-là, c'est de l'héritage, c'est des choses qu'on a vécues avec eux autres pendant qu'ils étaient avec nous autres. Tu sais. Après ça, c'est sûr qu'on les a toujours aimés. On a toujours cru en eux autres. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'ils devaient sentir, tu sais, puis que, comme José l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'ils sentaient en nous autres, qu'on les aimait, puis qu'on espérait que, tu sais, sans les pousser, on les encourageait, on les encourageait dans ce qu'ils voulaient faire, tu sais. L'idée, c'est qu'ils ont besoin, les enfants, c'est de l'encouragement souvent, tu sais. Fait que c'est un peu dans ce genre-là, moi, que je dirais c'est ça l'héritage, c'est le souvenir de ce qu'ils ont vécu avec nous autres, tu sais. C'est beau. Moi, je pense que j'ai plus de facilité à écrire parce que j'ai tout décrit ces choses-là dans mon livre, en détail, partout. On a 5 petits-enfants qu'on adore, on est en contact régulièrement avec eux. Puis, j'ai fait une chose, par exemple, pendant de 2006 à 2011. J'ai fait un spécial à tous les ans. On souligne le multiple de 5. Il y en a un qui avait 5 ans, puis l'autre avait 90. Tu sais. Tout le monde dans la famille, dont c'est un multiple de 5, on faisait une fête. Puis on invitait toute la famille. Mais la personne ne savait pas c'est quoi ce qui se passait. Il arrivait, il était décoré de façon... puis tout l'honneur leur revenait, on leur faisait des hommages. Puis... Parce que pour moi, les hommages qu'on fait, quelqu'un est décédé, là, il n'a jamais su qu'il était si aimé souvent. Ça fait que je fais ça de leur vivant. Dans 40 ans, dans 50 ans, vous allez mourir. Là, votre arrière-petits-enfants, dans 50 ans, vous allez avoir des arrière-petits-enfants. L'arrière-petits-enfants arrive près de vous autres. Vous mourrez en même temps, vous vous aimez tellement. Ça pourrait. Alors, ils disent, dites-nous un mot. Dites-nous un mot. Le dernier mot, là, il n'y aura pas d'autre. Là. Ben, j'espère que ça ne sera pas aïe aïe, mais... J'ai pensé que c'est ça que tu dirais. Mais moi, le mot, ça serait reconnaissance. Un mot. Reconnaissance. Merci d'avoir été là. Alors moi, je vous dis à vous deux, merci de vous être prêtés à cette entrevue. Ça a été très facile pour moi. Et je vous dis, alléluia. Merci, René. Et merci de faire ce que tu fais là. J'ai un vieux c'est- souvenir, tu sais, j'ai gardé toutes sortes de vieilles affaires. Hein? On aime ça. C'est pas là qui est-